En visite en Syrie, Georges Areza, ministre vénézuélien des Affaires étrangères, a rencontré Bachar al-Assad. Lors de sa rencontre avec le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Bachar al-Assad a expliqué la similitude des événements s'étant déroulés dans ces deux pays par l'ingérence illégitime des États occidentaux dans leurs affaires intérieures. Comment peut-on interpréter cette visite? L'axe de la résistance s'étend-elle au Venezuela? Effectivement, moi je dirais pas qu'au Venezuela, mais le Venezuela en fait partie puisque aujourd'hui, comme je l'ai toujours expliqué, l'axe de résistance n'est pas simplement un axe qui concerne le Moyen-Orient. En réalité, ça concerne chaque pays dont la volonté est de s'opposer à tout projet hégémonique, et notamment les projets hégémoniques des Occidentaux, et plus particulièrement de ce que j'appellerais l'axe impérialiste qui cherche à dominer le monde à travers les finances, la culture et la force. Et les Venezuela, comme tant d'autres pays qui s'émancipent, refusent de se soumettre à cette stratégie impérialiste, et de ce fait, bien entendu, on lui inflige des sanctions, on lui inflige des perturbations et des troubles internes, et à ce moment-là, évidemment, ça apparaît comme l'ennemi de cet axe impérialiste. Et qu'est-ce que font ces pays-là qui se retrouvent dans le collimateur de l'axe impérialiste? Évidemment, c'est la résistance. C'est-à-dire la résistance devient une réaction de défense par rapport à l'attaque ou aux attaques dont font l'objet certains pays. Vous avez l'Iran, vous avez la Syrie, vous avez le Liban, dont par exemple les différents responsables qui sont en lien avec l'axe de la résistance subissent des sanctions économiques, subissent des blocus, subissent des interdictions bancaires, subissent un certain nombre de choses, même parfois des interdictions de voyager ou de rentrer dans tel ou tel pays. Tout cela, toutes ces manœuvres-là constituent des moyens pour dissuader certaines personnes de résister à l'esprit occidental et impérialiste, et par la même occasion punir ceux qui ont eu l'outrecuidance de s'opposer à cette stratégie américano-impérialiste. Là, nous sommes devant un monde bipolaire, mais le bipolaire n'a rien à voir avec le bipolaire d'avant la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, c'est une question de savoir est-ce que tous les pays doivent se soumettre à l'unilatéralisme américain ou les autres pays qui souhaitent s'émanciper et avoir leur propre destin entre leurs mains et de pouvoir définir et préparer l'avenir de leurs citoyens comme ils l'entendent. Voilà la grande question, je dirais, des années à venir. Et ça annonce aussi des déstabilisations dans pas mal de pays. Le Venezuela en subit quelques manifestations, mais il n'y a pas que le Venezuela. Moi, je crains que d'autres pays en soient concernés, et notamment le Pérou et bien d'autres pays en Amérique latine qui seraient tentés à un moment donné par cette idée de résister. Alors jusqu'à maintenant, la personnalité, ou jusqu'à il y a quelques années, la personnalité du président Chavez non pas dissuadait les Américains, mais créait une sorte de protection populaire à l'égard de ce président. Monsieur Maduro bénéficie de moins de prestance, de moins d'aura populaire, ce qui permettrait aux États-Unis et à leurs alliés de tenter de déstabiliser ce pays. C'est pour cela qu'il y a eu quelques réactions de certains pays occidentaux de reconnaître Guaido comme président par intérim. Alors, rien ne permet d'une telle désignation, mais ça rappelle certains souvenirs par rapport à la guerre en Syrie, où on a failli reconnaître je ne sais qui comme président, et puis finalement, comme on n'a trouvé personne, on a dit que c'était le Conseil de la résistance nationale qui devait assurer l'intérim, et ça n'a pas marché, puisque l'État syrien a pu résister, et l'État et les institutions ont pu tenir, et c'est ce qui a fait
que cette démarche occidentale n'a pas marché et le Venezuela est actuellement dans le collimateur et évidemment, il faut que cet État tienne. À un moment donné, on a cru que l'armée allait lâcher le président Maduro. Finalement, l'armée a compris que le danger n'est pas simplement la personnalité de M. Maduro, mais ça concernait l'ensemble du pays. Et c'est pour cela que l'armée a tenu bon à côté de M. Maduro, mais surtout pour préserver et les institutions et la souveraineté nationale. D'un autre côté, en janvier et mars 2019, la Chine a augmenté ses importations de pétrole en provenance de l'Iran et du Venezuela, respectivement de 78% et de 192%. Pékin défie encore les USA. Dans quelle position se trouvent-ils les USA au Venezuela? Et je vous ai entendu énumérer tous les pays que je considérais et que je considère toujours comme les premiers composants de l'axe de la résistance, mais qui tracent en quelque sorte une longue ligne qui commence par Pékin, passant par Moscou et Téhéran, et maintenant Bagdad vient de s'y rallier. Vous avez également la descente jusqu'à Damas et Beyrouth. Tout cet axe-là qui peut paraître surprenant englobe plusieurs continents, mais en même temps englobe plusieurs puissances, et ces puissances-là aujourd'hui sont animées non pas par un esprit guerrier, mais par une idée de résistance pour ne pas accepter cette stratégie américaine, cette volonté américaine de décider seule du sort du monde, du sort des richesses nationales, du sort du commerce international, du sort de l'industrie à travers le monde, bref, de décider du monde entier. Et c'est contre cela que ces pays-là aujourd'hui résistent, parce que ces pays-là ont leur fierté, ont leur esprit de résistance, mais surtout ont leur propre idée de leur souveraineté et de leur avenir, et surtout du respect qu'on leur doit. Et à travers les diktats américains, évidemment, il y a un manque de respect pour le monde entier, mais il y en a qui s'y soumettent, notamment en Occident, mais au-delà, et vous avez également ceux qui refusent de se soumettre, et vous avez la Chine, la Russie, l'Iran, la Syrie, l'Irak et le Liban, qui aujourd'hui constituent un chaînon important, mais il n'y a pas que. Me semble-t-il, il y a une chaîne qui s'étend aujourd'hui de l'autre côté de l'océan, notamment en Amérique, mais il y en aura en Afrique. Moi, je suis convaincu, l'Afrique va s'émanciper, certains pays africains vont commencer à se réveiller parce que on voit qu'il y a quelques esprits africains qui commencent à refuser cet état de sous-développement constant organisé par l'impérialisme occidental et américain, et aujourd'hui ils se disent mais l'Afrique est riche, l'Afrique a les moyens, l'Afrique a les possibilités de s'émanciper, pourquoi on leur en laisserait pas l'occasion? Et évidemment l'Afrique finira, peut-être pas dans sa globalité, c'est comme pour l'Asie, pas dans toute sa globalité, mais il y a un certain nombre de pays africains qui viendront également rejoindre cet axe de la résistance, et à mon avis ça créerait à travers le monde deux véritables pôles, le pôle de la résistance et le pôle de l'impérialisme, et on verra qui gagnera en dernier, mais moi je pense que c'est l'axe de la résistance. Ce n'est pas parce que j'y suis personnellement un fervent défenseur, mais également parce que je pense que c'est avant tout la souveraineté populaire qui l'emporterait sur toute oppression et toute volonté de domination, et c'est encore une fois, la liberté qui sort des peuples qui finira par surgir pour déferler, si j'ose dire, sur des populations entières, pour emporter dans son courant tous ceux qui essayent de trahir cette liberté-là et de lui nuire et de dissuader les peuples de se libérer et de sortir de leur soumission.